Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast OPT, nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clément. Bonjour Clément. Salut Alexis. Clément, du coup, qui sort tout juste de sa compétition. Donc, tu as tiré samedi. Là, on est, du coup, pour poser le contexte, on est au CRES lundi, donc 2 jours après le championnat de France. Est-ce que tu es toujours en vie? Je suis en vie, avec des bonnes courbatures au dos de mon dernier soulevé de terre, mais du coup, ouais, ça va. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as pu faire comme perf? Comme perf, j'ai fait un bon squat, donc j'ai fait PR plus 12,5 au squat. Donc, je suis vraiment content, on y reviendra après, mais sur les différents axes que j'ai développés qui m'ont permis de faire ce plus 12,5. Donc je suis vraiment content parce que j'avais fait 260 en 2019 pour la première fois. C'était à quelle compétition? C'était au championnat de France 2019 quand j'ai été champion de France. Ensuite je suis resté, j'ai bloqué à 260, 257,5, 260 machin pendant des années. J'ai débloqué 262,5 en janvier à la compète de Vitrolles. Exact, qu'on avait fait ensemble. Ouais, qu'on avait fait ensemble. Et donc avec un petit peu de marge, à ce moment-là, je pense que je valais 267 dans ces eaux-là. Et donc, du coup, et là, on est en septembre, donc 7-8 mois après, faire 275 au squat, donc plus 12,5 par rapport à Vitrolles et plus 15 par rapport à ce que je faisais en 2019. Donc, j'ai eu une grosse progression là en 16-18 mois sur ce mouvement-là, alors que ça faisait 3 ans de stagnation dessus, même presque 4 ans de stagnation dessus, donc ça c'est bien. On va en reparler un petit peu après de cette progression au squat, mais pour les moins initiés d'entre nous, il faut savoir que du coup, prendre autant sur un mouvement, surtout quand il stagne depuis pas mal de temps, chez un athlète qui s'entraîne depuis plus de 10 ans, c'est quand même énorme. Maintenant, on ne s'attend plus, soit toi ou moi, à prendre des plus 10 à chaque compétition. Donc passer là de 62 à 75, c'est vraiment significatif. Et on reviendra un petit peu après sur ce que tu as pu mettre en place pour y arriver. Au bench, un peu la cata du coup. Je m'étais blessé au pec 15 jours avant, donc le vendredi 15 jours avant, donc 16 jours avant la compète. J'avais fait 175 la veille en single bien, RPE 7,5-8. La dynamique était bonne, on allait faire 180 la semaine suivante, ça me plaçait sur mes barres habituelles, parce que j'ai déjà fait 190. Donc en général, je finis les prépas vers 180 et je sais qu'avec un bon 180, ça me place entre 85 et 90, quoi, quelque chose près. Et le lendemain, sur ma séance du vendredi, petite élongation au niveau du petit pec à gauche. Donc ça, c'est une blessure qui est un peu récurrente depuis 1 an et demi, 2 ans. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup le petit pec, un coup le grand pec. C'est une zone qui est fragile, donc sur laquelle il va falloir travailler. Après, on en reparlera sans doute un peu plus tard. Et du coup, je savais que ça allait lâcher pendant la compète, mais je savais pas quand. Et ça a lâché sur la première barre à 170. Et j'ai demandé 177 en deuxième, mais impossible de pousser, c'était trop douloureux. Mais même, j'aurais été incapable de faire 150, quoi. J'avais une barre en magasin, on a fait 170 et voilà. Tu as eu des alertes pendant l'échauffement déjà ou ça? Je faisais très attention, j'étais vigilant, mais j'ai fini ma dernière chauffe. Je voulais pas faire une dernière barre de chauffe trop haute pour vraiment pas prendre de risque, parce que je savais que à partir du moment où la douleur allait apparaître, ça allait être galère. Donc j'ai fini ma chauffe à 157,5, ce qui est relativement, moins 12,5, donc j'ai ouvert à 170. Après, c'est des barres que je maîtrise. 170, je crois que je l'ai fait la première fois en 2017, un truc comme ça. C'était même pas ma première barre l'année dernière. Ma première barre l'année dernière, c'est 180. J'ai fait 180, 187 et raté 192. Donc bon, j'étais 170, c'est une barre que j'ai déjà... Hyper safe depuis longtemps, quoi. Ouais, j'ai déjà quadruplé. Donc... Moi, je t'ai vu à l'échauffement, là, sur la dernière de chauffe. Bon, ça se voyait que tu étais dans la retenue, ça tremblait un petit peu moins à l'aise que d'habitude. Bien sûr, fébrile à fond. En plus, le banc Eleiko, qui n'est pas le banc que je préfère. Parce que tu t'enfonces moins. Ouais, et puis aussi parce qu'il est très court. Et tu sais, moi, je serre le banc avec les mollets. Et que tu as les bords arrondis. Et je suis obligé d'aller me mettre énormément proche du rack. D'ailleurs, sur ma première barre, je touche un tout petit peu les taquets. Mais parce que je suis vraiment le plus au-dessus possible pour pouvoir serrer avec les mollets, vu qu'il est court et haut. Donc, c'est pas le banc que j'aime le plus en termes de sensation. Donc, le banc à m'habituer, la douleur au pec à manager, effectivement il est dur, vous avez beaucoup de paramètres, donc bref, pas eu de miracle. Et au soulevé de terre, on fait 275 pour ouvrir, 295 en deuxième qui monte bien pour faire 740 et assurer le petit total plus 2,5, parce que mon meilleur total c'était 737.
740, et on tente 305 en troisième barre pour valider 750. Et ça monte jusqu'au genou, une belle ISO de 2 secondes au genou, et puis qui me vaut les courbatures que j'ai aujourd'hui. Là, avec l'ISO, tu vas surcompenser. Ah, si c'est tu sûr. refais dans 2 semaines, tu fais 320 à peu près. 340. Et non, voilà, c'est. Et puis 300, du coup, je l'ai raté, donc je reste sur 740, c'est un total plus 2,5. Il fallait les prendre quand même. Ouais, pour valider un truc. Mais bon, du coup, c'est vrai que c'est frustrant parce que je fais plus 12,5 au squat. Donc normalement, le record au total, il est presque assuré, mais je me retrouve moins à faire 15 au bench. Moins 20 au bench. Moins 20 au bench, donc le total, il est flingué, quoi. Quand je suis sorti de la deuxième barre au bench, j'ai dit à Alex, le total, il est flingué, maintenant on vise voilà, le petit PR, et puis on prend ce qui reste à prendre, un petit peu comme ce qu'on avait fait nous à l'Arnold. Ouais, exact. Quand j'étais blessé, que j'avais fait moins 10 au squat, moins 10 au bench. On a dit on va chercher le terre. On va chercher le terre à 300 et pour valider la barre à 300 au terre, et c'est ce qu'on avait bien fait, quoi. Quand l'objectif 1 il est raté, faut essayer de se mettre tout de suite dans un objectif 2. Ouais, parce que si tu te dis l'objectif principal et que t'en as qu'un, c'est foutu, arrête la compète. Ah bah ouais, rentre chez toi, c'est ça. Et bon, après, ça c'est pas trop ma mentalité. Et, puis bon, j'ai toujours fini les trucs, donc c'est quand même positif. Maintenant, faudra travailler sur le pec pour pas être emmerdé, parce que c'est vrai que c'est un peu récurrent et c'est embêtant, quoi. Et c'est par phénomène de compensation, en mode t'as déjà eu une blessure à un pec d'un côté, puis ensuite il y a l'autre qui est arrivé parce que tu compensais. Ouais, après j'ai eu pas mal de blessures de différents niveaux. J'ai eu des grosses tendinopathies, alors avec écho, et en fait quand je vais là-bas, alors je sais plus, il m'a dit c'est un grade très élevé. C'est vrai que là le tendon il est très abîmé, donc bon, ça peut quand même lâcher, donc faut faire gaffe. Tu sais, tu as la petite inflammation, tu dis vas-y. Ouais, tu tires un peu dessus. Je vais pas me laisser emmerder par une inflammation. Et puis en fait, quand tu fais l'écho et que le mec il dit là, faites gaffe parce que le tendon il est quand même sacrément abîmé. Donc vu les charges que vous mettez, l'écartement des mains et tout, ça peut quand même lâcher. Et là, c'est embêtant. Donc bon, c'est vrai que ça te refroidit un peu. Forcément, la zone elle est faible à ce moment. Enfin, tu crées des faiblesses, des compensations. J'ai déjà eu une petite déchirure au pec. Là, je pense que c'était plus de l'ordre de l'élongation au niveau du petit pec. Et après, tu vois, quand c'est le grand pec, je viens rentrer un peu plus les coudes, donc ça sollicite un peu moins le grand pec, mais tu compenses ailleurs. Quand c'est le petit pec, j'essaye d'ouvrir un peu, mais là, c'est le grand pec qui ramasse, et du coup, tu crées de la compensation, et ça se passe pas bien, quoi. En plus, je sais pas si tu es d'accord, mais que ce soit le petit pec ou le grand pec en partie tendineuse, c'est des zones qui sont chiantes. Encore, tu te pètes des fibres en plein milieu du grand pec, ça se reconstruit facilement, c'est bien irrigué, c'est plein de fibres. C'est le corps musculaire, c'est ça. Là, c'est des extrémités. Et en général, quand ça m'arrive, j'ai un petit protocole que je connais, que je maîtrise, parce que c'est des blessures que j'ai régulièrement, malheureusement. Et c'est un protocole qui dure 15 jours pour soigner, et ensuite il me faut 10 jours pour remonter en charge. Sauf que là, ça m'est arrivé 15 jours avant. Il manquait un petit peu de temps. Ouais, j'ai pas le temps. Et du coup, on a fait. On a rien fait. Hein. On a fait taper, on a fait une barre à 155. Donc, c'est tout. Et après, on a fait des singles. Parce que quand je faisais des reps, ça allait pas trop. Donc, on a fait des singles à 130. Bon, comme prépa, il y a mieux. Ça va que la barre, je la connais, tu vois. Mais même. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, toi, dans ton cas, t'as pas spécialement besoin de créer là-dessus du capital confiance. Mais pas du tout. Mais quand même, avec 155 et 130, la réponse et l'adaptation nerveuse pour des grosses charges, elle est quand même... Ouais, bien sûr, elle est amoindrie, mais je pense que quand tu as un gros bagage et que ça fait longtemps que tu pratiques un mouvement, parce que des bench dans ma vie, ça fait plus de 15 ans que je fais du bench en fait. Je sais pas combien de milliers de reps j'ai fait, mais si tu veux, le mouvement, il est ancré et je suis confiant. Et même au soulevé de terre, là j'ai tiré sur 305, déterminé pour le faire. Hein. La barre la plus grosse que j'ai fait pendant la prépa, je crois ça doit être 2,77. Ouais. 2,77, j'ai pas fait plus. Au squat, je suis allé sur 2,75, confiant. Je savais que ça allait passer si je faisais ce qu'il fallait. La barre la plus grosse de la prépa, c'était 2,67, donc moins 7,5. J'ai pas de problème je sais que le jour de la compète, je serai meilleur qu'à l'entraînement, et puis que je suis préparé pour ça, et que Alex il me prépare bien pour avoir la compensation au bon moment, quoi. Ça, c'est un sujet qui est intéressant d'aborder, ou en tout cas d'alerter pour certains. C'est que beaucoup en fait s'attendent à faire une barre en entraînement durant la préparation pour refaire la même à peu près le jour J. Mais avec l'expérience et suivant le type de programmation, toi comme moi, tu vois, là tu parles de 77 pour faire 300 à peu près. Moi la dernière prépa, j'ai fait 72 pour faire 92.
Le squat, pareil, Ouais, on j'étais est à pareil, plus hein. 10. Et plus l'expérience monte et plus tu prends un petit peu du bagage dessus, et moins tu as besoin de te challenger ou de te confronter à une barre qui est proche de l'échec Bah, pendant ta prépa. Parce c'est qu'au ça. final, tu vas atteindre limite ton pic trop tôt et ensuite tu vas Et dégringoler. exactement, on se rend compte de ça. En plus, c'est contre-productif pour deux raisons. Parce qu'effectivement, on peut atteindre son pic trop tôt ou exploiter son pic pendant l'entraînement, en fait, Ouais, ouais. faire sa plus grosse barre. On voit souvent des mecs qui sortent des grosses barres 10 jours avant et qui, le jour de la compète, sont pas en mesure de refaire la barre qu'ils ont Oui, fait. au moins refaire la même Au chose moins sans refaire, parler de parce mettre que plus, tu vois. ils y ont laissé trop de jus, donc du coup ils le compensent pas ou ils sont encore fatigués et ils ont fait leur compète avant. Ou alors c'est aussi accidentogène, surtout pour un profil comme le mien qui est un petit peu fragile quand même, on va pas se mentir, hein, où faut vraiment que le stress et l'intensité soient très bien managés parce que ça peut vite dérailler. C'est une prise de risque au niveau d'une blessure éventuelle. Et c'est une prise de risque aussi au niveau de l'état de forme. Plus vous allez aller loin dans votre difficulté à l'entraînement, plus vous allez risquer d'arriver en étant à côté de la plaque. Alors après, selon les profils d'athlètes, vous savez que votre athlète il récupère plus ou moins bien, qu'il est plus ou moins confiant, qu'il a plus ou moins besoin d'être rassuré. Et ça, vous devez vous y adapter. Ouais. Moi, en tant que coach, il y a des athlètes que je fais monter très haut parce que je sais qu'ils ont besoin de se rassurer, que s'ils n'ont pas eu un certain chiffre sur le dos, ils vont pas oser y aller à la compète. Ouais. Et il y en a d'autres, c'est pas un problème et on peut finir doucement, entre guillemets, garder de la forme et mieux performer le jour J. Ça aussi, ça s'adapte. En fait, c'est toujours peser le bon ratio bénéfice-risque. Exactement, coût-bénéfice, c'est ça. Et après, il y a des petites disparités. Typiquement, tu vois, si tu entraînes une 52 subju qui a un an de FA, il ne faut pas avoir peur de monter lourd puisque d'ici 5 jours, elle sera bien fraîche et elle sera... Exactement. Et puis en plus, l'âge, l'expérience Ah oui, ça fout font tout. que, a priori, une fille subju qui pratique depuis un an, elle aura un capital confiance un petit peu moindre par rapport à un mec de plus de 30 ans qui a 15 ans de compétition et qui connaît déjà des barres, quoi. Qui a déjà vécu la situation, qui connaît l'arbitrage, qui va pas être impressionné par l'arbitrage en France, le monde qui gueule, etc., etc. Ça peut aussi être des facteurs perturbants, ça. Ouais, complet. Écoute, avant d'aller un petit peu plus en profondeur, on a débuté rapidement, mais il y a beaucoup de monde dans le microcosme de la force athlétique qui te connaît. S'il y a des nouveaux, j'aimerais bien qu'on présente un petit peu la bête, Clément. Déjà, d'un point de vue pro, qu'est-ce que tu fais actuellement et pour qui ça s'adresse? Moi je suis comme toi, hein, je fais du coaching en ligne, essentiellement tout ce qui est développement de la force. Alors je suis un peu moins spécialisé FA que vous, on va dire. C'est pour ça que je voulais que tu précises. J'ai essentiellement des gens en force athlétique ou des gens avec des objectifs de force athlétique, mais pas forcément des compétiteurs. J'ai des gens, tu vois, qui vont me dire moi ce que je veux c'est progresser pour moi, être un peu plus fort, me faire plaisir, mais pas spécialement en allant valider des barres sur un plateau de compétition, soit parce qu'ils en ont pas envie, soit parce que ils ont un petit peu peur aussi de se confronter aux autres et ils veulent le faire à leur échelle, etc. Donc j'ai pas mal de gens comme ça qui sont non compétiteurs, et j'ai aussi moi j'ai pas mal d'acquaintances avec le milieu du crossfit, donc j'ai des crossfitters aussi qui veulent progresser dans leur pratique du crossfit et qui sont limités par leur facteur force. Typiquement, si vous squattez 150, tout ce qui sera un peu lourd dans les watts de CrossFit, ça va être compliqué pour vous, alors que si vous squattez 200, ce sera plus facile. En fait, ce qui est Si on veut facile le à vulgariser. comprendre là-dessus, c'est que le CrossFit, contrairement à la FA, il y a une charge qui est donnée, c'est la même pour tout le monde, il n'y a pas de catégorie de poids, etc. Donc automatiquement, si la réserve de force du squat ou de l'extension de hanche ou quoi, elle est plus forte de base, quand il va falloir le répéter 50 ou 100 fois dans ton WOD, ça sera forcément plus facile déjà. Exactement. Si tu as un max à 100 et que tu dois faire un truc à 60 kg, tu dois faire, je sais pas moi, X reps à 60%, donc c'est lourd. Si tu as 100 reps à 60% à faire, tu vas trouver le temps long. Par contre, si ton max c'est 200 et que c'est toujours 60 kg, X reps à 30%, a priori, ça passera mieux. Voilà, tu vas pouvoir mettre plus de vitesse, plus d'intensité et tout. Donc j'ai des crossfitters aussi là-dessus. Et du coup, ça m'intéresse, les crossfitters. Est-ce que tu as pu réussir à isoler des patterns spécifiques ou des muscles qui sont sous-développés ou sous-entraînés et que dès que tu mets du stimuli là-dessus, ça répond bien et ils ont une bonne augmentation? Chez le crossfitter, Crossfitter, haltéro, c'est souvent similaire. manque de rigidité.
Ok. Manque de rigidité donc on crée de la rigidité parce qu'il manque un petit peu de feedback sur leur exécution et il y a des pertes de rigidité, il y a des moments où ça se relâche, etc. Et le fait de les faire travailler souvent du tempo, de la pause, etc. À la fois sur un mouvement de base comme le squat, mais aussi sur des petits mouvements d'isolation type du hip thrust tempo pour venir activer un peu plus sa chaîne postérieure ou des choses comme ça pour venir suractiver ces zones-là, parce que la zone fessier souvent elle est pas si forte chez le crossfitter. Donc c'est des axes, souvent c'est les axes de départ et travail de trajectoire, parce que par exemple, le deadlift, comme ils font beaucoup de touch and go, Ils poussent pour pousser. mais ils ont tendance à avoir un démarrage qui n'est pas forcément bon parce que le pattern touch and go, il est différent. C'est un pattern pour aller vite, il est différent du pattern trouver une rep max ou 3 reps max ou peu importe. Donc, ils ont tendance à avoir les fesses qui lèvent plus vite, la barre qui s'écarte un petit peu et être un peu plus en roumain si on veut le vulgariser. Et c'est vrai que retravailler sur les trajectoires de démarrage, y compris sur le squat aussi, la trajectoire du bassin, etc. Donc ça va être souvent du travail en tempo, un peu plus d'activation fessier, des cues sur la rigidité, le bracing, etc. C'est des choses qui sont maîtrisées en force athlétique, mais pour le crossfitter moyen, c'est pas forcément évident l'utilisation du bracing. Surtout que le bracing, il est fait de façon différente parce qu'il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que le rythme cardiaque il est super haut. Exactement. Faire un bracing quand on est à 140 BPM, c'est pas la même chose que nous. Non, clairement. Et c'est pour ça le fait de l'isoler sur des séances un peu plus force. Et généralement, ils n'ont pas besoin de beaucoup de travail, de quelque chose de long. Et ça va plutôt être une séance de 45 minutes à 1 heure, 3 fois dans la semaine. En général, c'est comme ça que je travaille avec eux, sur lequel eux, après, ils vont pouvoir greffer quelque chose. Ça marche quand même assez bien et les gains en rigidité et en solidité sur différents trucs sont assez importants, quoi. Moi j'avais vu les mêmes choses côté rigidité mais surtout la chaîne postérieure avec l'extension de hanche, et j'avais pas mal de mecs qui avaient très très bien réagi. C'était surtout des haltéros en mettant du sumo parce que le fait de produire de la force en abduction c'était totalement délaissé. Ils étaient toujours dans l'axe, les squats assez serrés, les tradis, les tirages lourds, etc. Et le pattern d'abduction n'était jamais travaillé, et du coup les fessiers ça répondait vraiment bien. Et on avait vu ne serait-ce que sur 2 blocs, tu vois, 8 semaines, il y avait vraiment des très gros gains, grosses évolutions avec le sumo. Avec du sumo et du hip thrust. Hip thrust, je l'utilise pas mal. Semi-sumo, Hip thrust, je l'utilise pas mal. Le sumo, pas trop, en général. Par contre, je vais utiliser du Good Morning Assis ou des choses comme ça. Qui est un petit peu plus. Parce que le problème du sumo, c'est que pour qu'il y ait un intérêt, il faut que tu mettes une charge un peu élevée. Et le truc, c'est que faut que ça s'y prête, quoi. Voilà, le ratio entre l'engagement énergétique et ce que ça te rapporte, il n'est pas forcément intéressant parce que ça doit être un exercice principal. Et en exercice principal, je vais préférer mettre un squat ou un soulevé de terre tradi ou tout ça, qui sera plus spécifique et plus facilement transférable, et mettre un exo à engagement énergétique et nerveux un peu moindre, comme du Good Morning Assis, avec les jambes un petit peu écartées, pour avoir effectivement une position de pied semi-sumo. Ça, c'est un exo que je vais utiliser plus. Ou alors beaucoup de travail avec du sandbag, du Good Morning au sandbag, ou des choses comme ça. On se rend compte que c'est à peu près le même pattern. Et c'est spécifique. Mais par contre, c'est spécifique à leur activité. Donc, c'est une forme de 2 en 1, alors qu'avec le soulevé de terre sumo, il n'y a pas cet aspect 2 en 1. Donc, je l'utilise moins, on va dire. Parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que même si on veut leur développer la force, leur activité principale, ça reste le premier, c'est qu'ils soient plus à l'aise sur leur road, quoi. Voilà, et même s'ils vont être aptes à sacrifier un petit peu certaines choses pendant une période, le crossfitter, il a moins cet état d'esprit qu'on a en force de savoir, je vais accepter pendant un certain temps d'être mauvais, entre guillemets, sur mon sport pour développer autre chose. Ils ont besoin de, s'il perd un peu trop son cardio ou s'il se sent un peu lourd sur les WOD, etc., tu risques de le perdre. C'est pour ça qu'un crossfitter, tu as rarement en tout cas des progressions significatives sur un domaine d'expertise. C'est tous les curseurs qui montent petit à petit, mais tu n'as jamais des gros pics, puisque en fait tu es tout le temps en train d'entretenir toutes les qualités physiques, quoi. Alors que quand on regarde un peu, et bon, je travaille souvent avec Jocelyn Chanet de la programmation Viking Training, lui il a une vision un peu plus comme nous, préparation physique au sport CrossFit, et lui il va préférer de manière générale développer un curseur en entretenant les autres,
parce qu'on se rend compte que ça va être plus économique et plus efficace sur le long terme d'augmenter les curseurs un par un en maintenant les autres, parce que même dans une période de maintien, vous développez légèrement en réalité, vous continuez d'accumuler du volume, d'accumuler de la qualité, mais vous avez un vrai développement sur les autres. Et je pense qu'en force, ça c'est aussi quelque chose de sous-coté. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, la réhab, ou les exos de réhab, il y a des gens qui vont faire le truc pendant 3 semaines le temps qu'ils ont mal, ou pendant 3 mois. Et Dès après, que ça va mieux, on arrête. dès que ça va mieux, on l'arrête, ou on en a marre, ou on passe à autre chose et tout. Alors qu'en fait, on va prendre la rotation interne de hanche par exemple, puisque la plupart des forceurs ont une rotation interne de hanche qui est à chier. Euh, En travaillant votre rotation interne de hanche toute l'année, toute votre carrière, vous n'allez jamais la perdre, vous allez la développer en permanence, et donc du coup, a priori, vous allez continuer de développer votre capacité à développer de la force dans le bas du mouvement du squat, parce que quand on est en dessous de la parallèle, la hanche elle est en rotation interne, et il faut qu'on soit capable de développer de la force en rotation interne. D'où le fait que les genoux qui rentrent, faut pas le diaboliser, parce que c'est un phénomène où tu crées de la force. Bien sûr, justement. exactement, c'est un phénomène naturel. Et alors, le diaboliser à différents degrés. Ouais, bon, parce faut pas que les qu'effectivement, genoux se touchent. Si On les est genoux, d'accord. après encore une fois ça dépend. Tu vois, tu prends Priscilla qui a une stance Oui, bien serrée, sûr. les genoux se touchent. En fait, il y a pas tant de rotation interne que ça, Parce qu'elle est très très proche. parce qu'elle est très très proche. Mais ça reste du cas par cas là. Voilà, ça reste du cas par cas bien sûr. Mais si vous avez 60 cm d'écartement de pied et que vos genoux se touchent, a priori c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire. Mais voilà, c'est un exemple. Si vous accumulez beaucoup de travail de rotation interne et que vous développez votre force en rotation interne et votre capacité à développer de la force en rotation interne de hanche, ça va nourrir et servir votre squat au long terme et tout au long de votre carrière, vous prévenir des blessures, mais aussi vous rendre plus fort. Mais pour ça, il faut l'accumuler sur beaucoup de temps, quoi. Et du coup, toi, tu es plutôt partisan de mettre un gros volume de travail avec pas mal d'intensité sur une qualité et ensuite faire des piqûres de rappel sur le reste de la saison pour entretenir les gains que tu as pu avoir. Typiquement, si on prend toujours notre exemple de la rotation interne de hanche, vous avez un athlète qui a mal à la hanche, souvent ça va être un déficit de rotation interne. Vous le faites travailler sur son moyen fessier, sa capacité à avoir de la rotation interne en position basse de squat, avec de la flexion de hanche, etc. Donc vous allez lui mettre, je sais pas moi, 4 fois dans la semaine, beaucoup de fréquences, des exercices là-dessus. Une fois que ça va aller mieux, vous allez arrêter le 4 fois par semaine, mais peut-être que vous allez le faire qu'une fois ou deux dans la semaine, avec moins de séries, mais au moins pour maintenir le truc et l'entretenir. Donc comme ça, c'est un truc sur lequel vous n'aurez plus besoin de revenir. Et après, vous allez pouvoir travailler sur autre chose. Je sais pas moi, une épaule, un coude, un genou, peu importe. Ok. Et dernière question là sur les athlètes que tu as en suivi pour le CrossFit. Combien de séances ils t'accordent dans la semaine? Comment tu arrives à moduler là-dessus? En général, 2 ou 3. 3 sessions. Ouais. Ce qui marche bien, je te dis, c'est 3 fois 45 minutes. Ça peut glisser sur du 1 heure quand on est sur des blocs un peu plus lourds, parce que on va fonctionner de la même manière, avec une forme de dynamique. Tu crées un bloc au début qui va être plutôt un bloc de développement avec un peu plus de volume, des charges un peu moindres. Petit à petit, tu vas l'intensifier. Et au fur et à mesure que tu intensifies, en général, je sais pas moi, tu vas peut-être mettre une série en plus, mais des reps en moins pour garder un tonnage qui continue d'augmenter. Enfin, les modules classiques de développement de la force, en fait, on n'a rien inventé. Et effectivement, tu montes un peu plus lourd, tu as un peu plus de séries. Et puis ça va demander un peu plus de temps, mais j'essaye de faire entre 40 minutes à 1 heure. Donc en gros, tu fais un mouvement priorisé et 1 à 2 renforts. Exactement. Parfois, je peux faire, si j'ai un renfort très léger, je peux mettre 2 mouvements priorisés, tu vois. Par exemple, squat deadlift et derrière un tout petit renfort léger. Tu leur fais faire du bench? Alors parfois, il peut y avoir des gens qui demandent du développement sur le haut du corps. Il y en a qui demandent haut et bas du corps. Là, quand ils me demandent haut et bas du corps, je leur dis 3 fois 45 minutes, ça va être compliqué. Light. Ça va être compliqué parce que, surtout le haut du corps, ça a besoin de beaucoup de fréquences. Donc là, ça va être compliqué, donc on fait un peu plus. Et parfois, c'est que haut du corps, parfois, c'est que bas du corps. Ça va. Après, ça dépend, mais après, c'est toujours l'individualisation, etc. Ok. Et si on veut parler haut du corps, pour le crossfitter, du bench, j'en mets pas forcément énormément. Je vais plutôt l'utiliser en exercice d'assistance. Pour le coup, je le mets pas en priorité. Plutôt overhead press? Pas spécialement. Souvent, ce qui se transfère le mieux, c'est dips traction. Ok. En fait, moi, j'ai remarqué... un mec qui est très fort au dips, ça va se transférer, il va être très fort au strict press et très fort aux tractions. Le dips, il se transfère partout. Alors que le bench, il se transfère un peu au dips, pas du tout au strict press. Ouais, ça on le voit en FA. En FA, t'as des mecs, une
Nicolas Perrault, il fait 220 au bench et au strict press, il est rincé. Je crois qu'il fait 90 ou Il 95. doit Nico. faire 100 kilos en une rep, quoi, Non, maximum. mais je crois même pas. Ouais. Il est rincé. Donc, du coup, voilà. Le Putain, bench. les ratios de force de. C'était qui? C'était Poliquin qui faisait ça. Ouais, bon, il est taré pour Je crois que c'était 78% du bench en overhead press. Ouais, c'est délirant. Et encore, alors après, pour la décharge des mecs qui sont pas bons au strict press, le strict press, pour moi, c'est un mouvement qui est très anatomique et morphologique. Oui. Soit t'es fait pour être fort au strict press et ça s'emboîte bien et t'es fort, soit tu l'es pas et tu vas galérer toute ta vie. Aussi la longueur des avant-bras et tout, qui font que des mecs qui ont des longs avant-bras, ils partent avec quand ils partent du strict press, ils ont le coude hyper bas, donc beaucoup d'amplitude. Bonjour. Et c'est hyper dur, quoi. Donc le dips il se transfère partout, le bench il se transfère nulle part. Ok. Donc le bench je le mets plutôt en assistance, en couché serré pour avoir des gros triceps. Et ouais, un peu strict press, mais plutôt à la halter ou des choses comme ça, en mode hypertrophie. Et généralement l'intensité je vais plutôt la mettre sur les dips. Ok. Parce que c'est là que ça se transfère vraiment le mieux toujours dans un objectif CrossFit, quoi. Ok. Et donc ça marche pour ça. Sur le côté du coup coaching en force de manière générale, tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Officiellement, qui te permet d'en vivre en fait. J'ai créé la micro-entreprise en 2020. Ouais. Après, j'ai coaché, ça fait longtemps que je coach en fait, mais au début, c'est des gens de ta salle, c'est des copains, c'est des connaissances, etc. Puis ça se développe. Et au début, tu commences, ils te payent pas en fait, ils te donnent 20-30 euros comme ça, mais c'est. Bon, voilà. Puis après, t'as un peu de monde et effectivement, faut que tu déclares. Donc j'ai créé en 2020 la micro-entreprise, mais sinon, ouais, grosso modo, je dois coacher depuis 2015-2016, le premier athlète que j'ai coaché pour de vrai. Ok. Et là, ça te permet de vivre que du coaching, du coup. Ah ouais, là maintenant, je vis que du coaching, de la micro-entreprise. Après, j'ai une autre activité sur le billard, parce que je m'occupe des équipes de France de billard et j'ai un rôle de formation à la Fédération française de billard. Mais bon, ça, c'est plus de l'ordre du complément, on va dire, et puis du plaisir aussi, parce que j'aime bien ça, que réellement ce qui me fait vivre. Ça me rapporte un peu d'argent, mais c'est pas. Ça me suffirait clairement pas pour vivre. Ça c'est du complément. T'as fait du billard avant de faire de la force ou t'as fait de la force avant de faire du billard? Ouais, j'ai commencé le billard. J'ai commencé à jouer au billard. J'avais 15 ans, au début au foyer du lycée et tout. Et j'ai dû avoir ma première licence de billard à 18-19 ans. Et la force en compétition, j'ai commencé à 23-24 ans, quand il y a eu la création du RAW. Du RAW. T'as jamais fait d'équipé? Non. Je pratiquais la force depuis longtemps. T'as bien fait. Ouais, ça fait mal. Je pratiquais la force depuis longtemps, mais j'ai commencé les compétitions quand ça a été sans matériel. Ça m'intéressait pas en fait de m'enfermer dans un maillot. Et en fait, ce qui m'énervait, c'est que je voyais les perfs des mecs, mais pour moi, il y avait rien de comparable parce que je savais pas combien ils gagnaient avec le matos. Je me disais, ok, ça se trouve, je suis plus fort que lui en fait. Il fait 300 au squat, mais ça se trouve, sans matériel, je sais pas. Peut-être 2,20, 2,30, 2,40. Et on s'en est rendu compte vite parce que tu as des gars qui étaient très forts équipés. Quand il y a eu la création du RAW, ils sont venus faire des championnats RAW. Et en fait, quand tu regardes les totaux qui ont été faits au premier championnat de France en 2014 ou 2015, c'était la saison 2014-2015. Donc en 2015, c'était pas fou, quoi. Petite pensée pour Matt Gribouille. Ouais, qui avait fait 617 à son premier championnat de France. Et j'avais fait 620, donc déjà je l'avais battu. Mathieu, si tu nous vois. Là, il est sur son île, je crois. Ouais, là, il est au Costa Rica. On les dérange, là. Il est au Costa Rica, là, on le réveille. Ok, ça marche. Et oui, là, pour faire une petite parenthèse avec l'équipé, ce que j'ai pu remarquer avec le peu d'expérience que j'ai pour l'instant, tu as beau progresser en équipé et avoir des barres qui montent en équipé, quand tu retournes sur le RAW, je vois très très peu de transférabilité dessus. Avoir une grosse base RAW, ça va te permettre de la développer sur l'équipé. Par contre, augmenter ta base d'équipé, ça se transfère très très rarement sur le RAW. Moi, le seul truc que je vois à la limite, c'est sur la confiance et le gainage général, parce que tu as eu dans les mains des barres un peu plus lourdes. Ouais. Donc quand tu t'es mis 300 sur le dos, a priori, tu vas moins transpirer quand tu vas mettre 260. Tu vas moins te dire oh là là, machin. Même si c'est différent. Sur le capital confiance, voilà. Ouais. Mais par contre, pas la même. Mais oui, c'est pas du tout. Honnêtement, c'est deux sports différents. Ça n'a rien à voir, vraiment. Et puis même les patterns que tu vas créer pour aller chercher ta descente,
ou chercher à toucher au bench, Ont rien à voir. si tu fais la même chose en row, tu t'envoies la barre dans le nombril, tu vois, ça n'a rien à marchera voir. jamais. C'est pas les mêmes trajectoires, c'est pas la même activation musculaire, c'est pas les mêmes contraintes. Enfin, vraiment, c'est deux choses différentes. Et en équipé, le point dur, il est assez haut quand le matériel vous aide le moins, alors qu'en row, les points durs, ils sont assez bas quand vos muscles sont les plus étirés. Alors qu'en fait, en équipé, quand votre muscle est le plus étiré, le matériel il est aussi le plus étiré. Donc il y a généralement très peu d'engagement musculaire à ce moment-là. C'est le matos qui fait tout. C'est le matos qui porte tout à ce moment-là et qui permet le rebond. Et même d'ailleurs, le fait d'avoir une certaine forme de relâchement musculaire, dans ces moments-là, c'est obligatoire pour pouvoir toucher au bench ou pouvoir avoir la death au squat, quoi. Et du coup, au bench, on se rend compte que sur la portion basse, le focus, il est plus tellement sur les pectoraux, mais il est beaucoup sur le dos pour amener la barre suffisamment basse. Faut tirer la barre et c'est hyper contre-intuitif. Donc c'est pour ça, moi, l'équipé, ça m'a jamais branché. Et j'ai démarré quand le row a été créé. Et je regrette pas, parce que ça s'est bien passé, quoi. Donc tu fais partie des reliques de la FF Force. Ouais, si on veut. Et là, tu vois, ça fait le parallèle. Mais ce week-end, on a Sofiane Belkessir qui a fait un retour en row et finalement très fort. Et je l'ai trouvé impressionnamment fort. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Et vraiment, là, Sofiane, impressionnant. Très impressionnant. Il a été très fort. Mais il y a d'autres gars qui sont revenus en 74. On a Hassan qui est toujours, mais qui est toujours dans le coup, mais il fait pas le row. En row, il est moins compétitif. En row, il est plus compétitif. Donc, je pense qu'on peut le dire parce que en 66, je sais pas combien c'est le meilleur total d'Hassan, mais il serait loin. Je suis même pas sûr 6,50 grand max. Je suis même pas sûr qu'il fasse podium ou tout juste, quoi, en 66. Oui, donc c'est trop dur maintenant. Mais il y a d'autres gens, tu vois, qui sont revenus. Tu vois, pas en 74, il y avait Cyril Diago. Cyril Diago, il avait fait le premier championnat de France en 2015. D'ailleurs, je sais pas s'il gagnait pas, d'ailleurs, ou il fait deuxième peut-être. Après, on l'avait pas revu pendant longtemps. Il était parti en WPC. Peut-être, ouais, mais il avait arrêté un moment et là il est revenu cette année. D'ailleurs, il a fait des belles barres, vu qu'il a fait 260 au squat. Ouais, c'est solide en 74. En 74, c'est balèze. Il a dû faire 150 ou 160 au bench, un truc comme ça, je voudrais pas dire de bêtises. Ouais, 150, je crois. Au terre, j'en sais rien. Donc, non, il y en a d'autres des reliques, mais effectivement, qui ont fait tous les championnats de France, par contre, il n'y en a pas d'autres. Ok. Donc ça en clôture. Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur le squat qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'on le prenne en exemple pour discuter un petit peu du fait de relancer sa progression après plusieurs années de stagnation là dans ton cas et vers quoi on va se diriger, quel élément tu vas devoir chercher à optimiser ou renforcer pour essayer de relancer ça justement. Donc moi sur le squat, il y a eu vraiment pas mal de trucs et comme il y a eu beaucoup de changements, c'est dur de savoir. Ça se trouve, il y en a peut-être qui ont servi à rien, tu vois, qui ont aucune incidence dans l'évolution. Il y en a peut-être qui représentent 60% de l'évolution et d'autres moins, etc. Donc c'est un peu dur à dire, mais les grands axes, on va dire, c'est j'avais de manière récurrente des douleurs aux hanches. Ouais. À la hanche gauche notamment, avec une grosse tendinopathie récurrente depuis 2019 qui m'a tenu 3 ans. Et ça montait, ça venait, ça partait, quoi. Et dès que je revenais sur des sets un peu records, tu vois, je sais pas, moi j'avais fait 5 fois 2,40 au squat, la semaine d'après flingué, HS, et la hanche qui m'a fait chier pendant 3 mois derrière. Dès que je revenais un peu sur ces barres là, ça se réveillait, quoi. Donc, ça te pénalisait au deadlift ou pas? Non, pas trop. Non, c'était vraiment en ouverture. Ouais, vraiment. Et en portion basse. Ouais, portion basse. J'avais un peu mal au deadlift, mais c'était pas limitant. Tu vois, c'était une douleur. T'as des douleurs qui t'inhibent dans ta performance, comme celle que j'ai eue au bench l'autre jour où je pouvais pas pousser, c'était impossible. Et t'as des douleurs qui sont pas. Tu le sens, mais ça t'empêche pas de pousser, quoi. Donc c'est pas inhibant au deadlift. Donc gros travail de réhabilitation de la hanche. On a mis, donc avec Simon de Training Therapy, on a mis bien 6-7 mois, voire 8 mois avant d'abord d'avoir des diminutions de la douleur, puis disparition de la douleur. Là, j'ai plus mal depuis, ça fait des mois que j'ai pas eu mal à la hanche, mais plus du tout, quoi. Et du coup, c'était des gros déficits de rotation interne, un peu de ce dont je parlais tout à l'heure, et d'autres choses, mais notamment ça, c'était le plus gros truc. Donc tout ce travail de réhab, et que je continue même maintenant et que je continue d'entretenir avec une grosse fréquence quand même, toujours, parce que... Ça représente quoi comme travail pour toi en termes de volume horaire, par exemple, dans une semaine?
Au moins 3 fois ou 4 fois 15 à 20 minutes. Ok. Donc une grosse heure. Un peu plus même, entre 1 heure et 1 heure et demie sur le travail de hanche. Et tu le places en fin de séance ou plutôt c'est des warm-up? Ça dépend. J'ai une routine mobilité que je fais le matin qui me prend 15-20 minutes, mais qui est générique sur tout le corps. Je fais mes trucs et tout, souvent je bosse. Je fais mon entraînement, donc dans mon warm-up, j'ai du travail sur des zones spécifiques avec beaucoup de travail sur la hanche et sur le dos avec l'iliocostal droit et gauche qui ont été déchirés plusieurs fois. J'y reviendrai après. Donc j'ai du travail en warm-up avec un peu poussé en général. J'ai un warm-up général et j'ai 2-3 exos de renfort assistance avant de commencer ma séance. Quand j'ai du jus, quand je suis frais et tout. Et en gros, c'est un super warm-up, quoi. Je fais ma séance et en général, j'ai 2-3 exos en fin de séance. Donc ça en fait déjà pas mal. Et ça, c'est pour tout ce qui est actif. Et après, j'ai un suivi kiné que je vois une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours selon les périodes. La thérapie manuelle? En thérapie manuelle, où là je fais pas du tout d'exo avec elle et tout, c'est vraiment que du passif, essentiellement sur les cervicales, avec les cervicalgies que j'ai eues et ma hernie cervicale. Donc essentiellement voilà, de la thérapie manuelle parce qu'il y a certains angles au niveau des cervicales que je peux pas avoir tout seul, malgré les exos, etc. Donc il me faut de la thérapie manuelle à côté pour pas perdre la mobilité, quoi. Comme vous pouvez le voir, c'est pas parce que vous êtes blessé une fois que vous ne pouvez pas continuer la force athlétique. Ah bah non, mais si on fait... Parce que là, si tu fais la liste de tout ce que tu as eu... Le bilan des vraies blessures, je me suis déchiré le carré des lombes 2 fois ou 3 fois. Je me suis déchiré l'iliocostal 2 fois d'un côté et 1 fois de l'autre. Le podcast il va être trop long le temps que tu dises tout ça. Tendinopathie à la hanche récurrente pendant 3 ans. J'ai une double hernie cervicale qui m'a vraiment beaucoup invalidé en 2020, l'année du Covid. Et je me rappelle le bench, tu pouvais plus pousser 60 kilos. Extension triceps derrière la tête, 2 kilos, bloqué comme ça, impossible de tendre le bras. Et d'ailleurs ça s'est un peu réveillé il y a 3 mois, j'ai eu une alerte, mais je l'ai mieux géré qu'à l'époque. Et puis les pecs, ce dont j'ai parlé tout à l'heure et tout. Donc ça commence à faire Ça fait une bonne liste. Et ça, c'est les vraies blessures. Après t'as tous les petits bobos tous les petits bobos à la con. Tu vas faire une randonnée, tu te prends la cheville, tac, allez. Tu vois, des trucs comme ça. Après, bon, c'est le jeu aussi, hein. Quand tu fais du sport performance, de toute manière, tu flirtes avec la limite. Et l'idée, c'est de créer des adaptations. Donc t'es obligé d'avoir un stress qui est haut et après tu le tolères plus ou moins bien. Puis faut pas oublier que la FA ça reste un sport qui est traumatisant. Se mettre 300 kilos sur le dos, c'est pas anodin, tu vois. Le corps initialement il est pas prévu pour, même si tu te renforces. Si tu regardes un peu les trucs, tu vois, hier j'étais au BMX, t'en as quand ils se prennent une vôtre, ils finissent tétraplégiques, hein. Voilà, tu vois. En fait t'as plus de blessures qui sont incapacitantes sur des courtes durées, courtes entre guillemets, alors que d'autres sports, tu te prends une boîte, t'es fini. C'est ça, il n'y a rien de traumatique. A priori, en FA, il n'y a rien qui va nécessiter une opération, tu vois. Tu vas pas te faire un méga croisé avec une opération du genou derrière. Les seules opérations que tu peux avoir, c'est à la limite des désinsertions, mais c'est rare encore. Bah, chez les athlètes naturels, c'est rare. C'est rare. Hein. C'est rare. En général, malgré tout, toutes les grosses blessures musculaires avec des arrachements, des déchirures, etc., elles sont chez des athlètes dopés parce que quand vous êtes naturel, votre corps il vous envoie des signaux depuis longtemps. Et vous risquez quand même pas grand chose. A priori, si vous allez jusqu'à une désinsertion, c'est que ça fait quand même un moment que vous avez mal. Le corps, il est assez bien fait. Donc c'est pour ça, des grosses blessures, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ça, c'est des trucs, ça va être gênant pendant un certain temps. Tu vas devoir adapter ton entraînement, mais après. Et quand on dit un certain temps, ça peut durer 6 mois à 1 an, quoi. Ouais, mais finalement, à l'échelle d'une carrière, c'est pas si long. Même 3 ans pour toi, tu vois. Pour la hanche, ouais. Et donc, je trouvais pas de solution. Et pourtant, pendant 3 ans, j'en ai testé des trucs, hein. J'en ai fait de la réhab, j'ai essayé, il n'y a rien qui marchait. Et merci Simon. Simon m'a quand même bien sauvé. Ah, d'ailleurs, j'ai envoyé un message, je lui ai dit merci. J'en profite. Je lui enverrai parce qu'il n'aura pas le temps, il n'écoutera pas ce podcast, mais Thomas. Ouais. Il m'a taclé du coup pour mon bench. Ah, Thomas il écoutera je pense j'espère. Thomas, t'as un squat qui est à chier. Voilà. Donc Thomas c'est je devais le caler. Thomas de Training Therapy, ouais, que j'ai c'est à cause de moi, je l'ai suivi sur le squat. C'est à cause de moi plus. Non, on l'a fait progresser. Mais bon, il a fait du vélo et tout. C'est un cycliste maintenant. Ouais, c'est un demi-cycliste. Ok.
Et ouais, du coup, les donc, autres axes, ouais. pour Donc, le squat, du coup, tu avais donc cet axe blessure qui a été plutôt bien géré. mobilité, tout ça. Le changement de programmation, le fait de repasser avec Alex, d'arrêter avec TSL, les Américains de TSL, de repasser avec Alex, avec une programmation. Qu'est-ce que tu as pu voir enfin, toi, on reviendra sur le reste après. Ton retour sur, on va dire, la programmation type américaine. D'accord, ce que tu as pu en tout cas avoir comme expérience. Moi, je suis Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu? très bien la programmation, le professionnalisme, tout ça. Par contre, c'est vrai que voilà, il y a aussi la barrière de la langue dans la mesure où je parle pas aussi bien anglais que je parle français, donc même pour les feedbacks et tout, c'est plus compliqué. Mais aussi bien pour lui que pour moi, parce que lui devait simplifier et moi, je devais faire comme je pouvais. Donc il y a ça aussi. Mais du coup, effectivement, il y a un aspect qui est moins personnel et moins personnalisé. Alors après, avec Alex, Et vous êtes amis en plus. Donc voilà, c'est avec une Alex, relation qui est encore différente. bien sûr, on a bossé ensemble on a dû commencer 2017 ou 2018 jusqu'au Covid, donc 2020, Mai 2020. ouais, un truc comme ça. Ensuite, donc on se connaît très bien et tout, puis on est amis effectivement. Après, bon, j'ai fait TSA pendant 1 an et demi, 2 ans, et j'ai repris avec Alex après le championnat de France 2022, donc c'était en avril. Avril. 2022, on était où C'était- Albi. Ouais. Ouais, c'était mars, à avril. avril, c'est ça, ouais. Donc j'ai repris après avec Alex. Donc forcément, avec Alex, c'est très perso, il me connaît très bien, on s'adapte très bien et tout, mais ce que je peux reprocher entre guillemets à TSS, c'est que moi, je suis quand même un athlète qui a du bagage, qui se connaît bien, et effectivement, j'avais pas toujours l'impression que ce que je pouvais dire ou prendre en considération était, quand je lui disais, bah, je pense que j'ai besoin de ça, ça et ça, des fois il me disait, bah non, non, t'as pas besoin de ça. Non. Et Ok. je- Il te peut-être qu'il mettait avait pas, raison il te ou mettait peut-être pas mais assez acteur dans. je pense dans que ça. ça aurait pu être plus. Voilà. Petite coupure dans le podcast pour vous rappeler que l'on propose des coachings et des suivis individualisés en force athlétique. Alors si vous voulez augmenter votre total avec une programmation individualisée, un coach pleinement impliqué et des retours techniques, n'hésitez pas à nous contacter. On vous accueillera avec plaisir dans l'équipe OPT et maintenant je vous laisse avec la suite de l'épisode. Mais par contre, la programmation et tout était très bien. J'ai fait des très belles choses, mais aussi dans la gestion de la forme, c'est-à-dire que bah, on montait, on progressait, on faisait des gros trucs, mais pas forcément en adéquation. Je me suis retrouvé à avoir mon pic de forme 6 semaines avant une compète, quoi. Clairement, mon pic de forme, je l'ai vu 6 semaines avant le dernier championnat de France. D'accord. Et bah, sauf que 6 semaines après, au moment du championnat de France, j'étais rincé. Et tu essayes de maintenir et tout, puis tu vois, la gestion avec la hanche, pas terrible, enfin tu vois, moins personnel, quoi. Donc Ok. forcément, le T'avais changement. pas assez de proximité. Ouais, pour toi. voilà. Là, et c'était vraiment ça mon objectif pour après le championnat de France. Ma décision, c'était de revenir à plus de proximité et pouvoir changer un petit peu mon approche psychologiquement de la force ou en faire un petit peu moins une priorité en fait. Parce que c'est de donner un peu trop de contraintes psychologiques. Un peu de saturation. Ouais, et en fait, en lui donnant moins d'importance, Ça répond mieux. ça répond un petit peu mieux en compartimentant mieux. Ça, mine de rien, j'ai mis presque 10 ans de pratique à le comprendre et l'intégrer. Donc, Et t'as eu des axes de focus différents? Tu t'es focus sur autre chose que la force athlétique? Mentalement Ouais. En fait, le temps que t'as libéré ou même ouais, l'esprit. ouais, que tu as l'esprit. pu- Après, j'ai géré ma vie un petit peu différemment sur différents axes, sur la gestion de mon temps libre, sur la gestion de ma vie sociale, sur différents trucs, en faisant peut-être un petit peu moins de sacrifices que ce que je pouvais faire avant. Et finalement, cette liberté en plus créer plus d'engagement sur la partie force. En gros, quand j'étais à la force, j'étais mieux à la force. Et aussi le changement dans mon entraînement, parce qu'avec TSS, je m'entraînais 5 fois par semaine. Et je sentais que c'était trop, que je récupérais T'avais pas. beaucoup, t'avais 4 squats, je crois. Ouais, j'ai eu à une un période où moment. j'avais 4 squats semaine et tout, mais je faisais 5 entraînements semaine et je lui avais dit, je suis fatigué, je récupère pas, je pense qu'il faudrait repasser à 4. Il m'a dit non, faut qu'on reste à 5. Et je lui ai dit plusieurs fois, et il m'a dit non, faut qu'on reste à 5. Et bon, moi, on a fait. Ouais. Et après, quand j'ai commencé avec Alex, j'ai dit, par contre, je veux passer à 4 séances et je vais m'intégrer une séance de cardio dédiée dans la semaine parce que je me sentais pas en bonne santé non plus. Ça, c'est un des autres axes qu'on ira chercher après, peut-être. Et le fait de faire 4 plus 1, d'avoir plus de fraîcheur, plus d'engagement sur mes séances. Donc, en fait, en m'entraînant moins, ça m'a permis de m'entraîner mieux et d'être bien, quoi. En faire plus
même si on le peut, c'est pas forcément la bonne Mieux, chose exactement. parce que l'aspect psychologique il domine le physique presque. Hein. Ouais, ah bah complètement. Donc, Mais même dans le physique, l'aspect récupération. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, en faisant 5 fois par semaine, je me rendais compte que j'étais un peu rincé tout le temps. Donc, T'avais pas vraiment ton pic de forme un jour j'avais dédié. pas de jour quoi. dans ma semaine où je me sentais à 100%. Là, avec Alex, ce qu'on fait depuis le début, on a une grosse séance le lundi, une séance moyenne le mardi, une séance facile le jeudi, une très grosse séance le vendredi. Voilà, c'est l'organisation qu'on a depuis qu'on a recommencé. Bon, alors des fois il y a des fluctuations, les mouvements bougent un peu et tout, mais grosso modo c'est ça, c'est dur, moyen, le cardio, facile, très dur, tout le temps. Et bah, du coup ça me permet sur la séance dure et la séance très dure D'envoyer un max. d'envoyer un max. Et la séance moyenne et la séance facile, d'y arriver un peu relâché, parce que je sais que bah, je vais pas avoir besoin de me mettre la tête dans les murs, que Être je à vais fond tout le temps, voilà, c'est pas bon. que c'est des séances où je vais pouvoir récupérer, elles sont pas contraignantes et tout, et comme ça, je peux mettre un gros focus le lundi et le vendredi, avec 3 jours au milieu qui sont un peu plus adaptés. Et bah, du coup, ce changement de programmation, avec plus de proximité, a bien marché. Donc ça, c'est un autre axe. Le travail cardiovasculaire, qui m'a permis de vraiment augmenter ma récupération. Tu sens que t'as passé un cap grâce à ça. Complet. Sur la qualité de mon sommeil, la qualité de ma récupération, ma capacité à assimiler les séances, la capacité à récupérer pendant la séance, entre les séries, etc. etc. Vraiment, ça fait 2 ans maintenant, là, même plus de 2 ans, d'ici 2 ans que j'ai intégré le jour et la nuit. Vraiment. T'as commencé comment? Modalité mixte avec des ergos où je tournais. Une fois par semaine le mercredi. J'ai monté le volume sans trop toucher à l'intensité. Donc je suis resté Donc comme ça. plus de temps. Ouais, c'est ça, je suis resté comme ça pendant pas mal. Beaucoup augmenté mon volume de marche à côté. Ça, je n'en parle pas forcément beaucoup, mais je marchais tous les jours. Mettre des randos si je peux le week-end, quand je suis pas en déplacement et tout. Parce que bon, quand t'es en déplacement, bah, Compliqué. entre la bagnole, le machin et tout. Mais je le sens quand je suis assis, quand je fais 5 heures de Moi voiture aussi. et tout, je suis fracassé, j'ai mal au dos. Je suis pas bien. Même Et puis, nerveusement. Ouais, tu sais, t'es pas relâché et tout. Donc, et puis je trouve que d'aller marcher le week-end ou de faire une marche ou une rando et tout, ça permet aussi de déconnecter, aussi bien du boulot que de l'entraînement et d'avoir une forme de lâcher prise qui va être bénéfique. Donc ça j'aime bien. Ensuite, donc le mercredi, et maintenant j'ai rajouté une autre le samedi. Ok, tu refais la même? Non, je fais autre chose. En général, je fais surtout du biker ou un truc comme ça. Là, maintenant que les France sont passées, je vais essayer d'insérer progressivement un tout petit peu de course à pied. Là, ça fait plusieurs fois, ça fait 3 mois là, le mercredi, dans ma modalité mixte, je mets des petits intervalles de run courts. C'était pour créer un petit peu d'habitude et de résilience. Et là, je vais commencer à mettre des petits runs de 15-20 minutes et à augmenter. Parce que toutes les périodes de ma vie où j'ai fait de la course à pied, c'est les périodes où j'étais le plus en forme. Donc j'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Ok. Et t'as pas peur que ce soit un peu plus traumatisant? Bah on verra. Là, j'ai une période, là regarde, les prochains est-ce temps, c'est que- en décembre. Est-ce que tu as un intérêt particulier pour le fait de mettre plutôt de la course par rapport à mettre la même chose en vélo? 2. Le problème du vélo, c'est que tu es assis Ouais. et que je passe déjà beaucoup de Il y temps a moins assis. d'alternance et de mouvement. Voilà, et du coup, il y a moins de rotation, tu es assis, il y a moins d'extension lombaire, tu es en flexion et tu crées un déficit d'extension, etc. Alors que dans la course à pied, tu es en extension lombaire. Alors que bon, en force, on passe suffisamment de temps en flexion, lombaire, voilà, et flexion de hanche. Donc du coup, il y a plus d'extension. Et ça, c'est la première chose. Et globalement, l'intensité, elle monte un peu plus facilement sur de la course à pied. C'est-à-dire qu'en gros, avec 20 minutes de course à pied, en termes de difficulté, tu es à presque ce que tu feras en 1 heure de vélo, quoi. Donc la rentabilisation du temps. Tu rentabilises, ouais. Ouais. Et aussi cet aspect, moi, de ressenti de toutes les périodes de ma vie, parce que quand je faisais du judo, je courais beaucoup, ou quand je faisais de la course, je me sentais bien, alors que quand j'en fais pas, je me sens moins bien. Okay. Sans aller sur des runs incroyables, tu vois. Et je pense pas que 20-30 minutes soit traumatisant, et si jamais ça le devient, tu vas faire la part des choses en mettant moins, ou soit en en mettant moins, soit en l'enlevant. C'est un test. C'est un test. Quand j'ai commencé à faire du cardio au début, il y a des gens qui m'ont dit mais tu fais n'importe quoi là. Bon, finalement, c'est la meilleure décision que j'ai faite, et je pense que j'aurais dû le faire avant. Parce que cet aspect, tu sais, je parle du relâchement mental, de la liberté et tout. Effectivement, il y a eu les changements un petit peu dans ma vie et dans ma gestion des priorités. Mais je pense que l'intégration de cette modalité différente, ça a été aussi quelque chose qui m'a aidé, tu vois. C'est un élément déclencheur plus. En plus. Donc je pense que sur le développement de la capacité cardiovasculaire,
du travail d'endurance, du travail, tout ça, sans aller sur des intensités ouf, parce que c'est essentiellement de la basse intensité. Ni des volumes trop élevés. Ni des volumes parce trop élevés. On ne devient pas triathlète non plus. Voilà, je pense qu'il y a plus de bien que de mal à en tirer. Et après, toujours pareil, les bénéfices sont sont très hauts quand vous avez un niveau très bas, avec très peu d'engagement. La règle des 80-20, là. En gros... loi de Paris. Ouais, c'est ça. 80% des bénéfices se font avec 20% du travail et 20% des bénéfices restants se font avec 80% du travail en plus. Et en fait, vu que j'ai un niveau cardiovasculaire qui est bien pour un powerlifter, mais bon, pas terrible pour un vrai athlète, on va pas se mentir, je vais pouvoir beaucoup le développer en n'y mettant pas tellement de temps et d'intensité. Donc, je vais essayer de pousser ce curseur un peu plus, en augmentant un tout petit peu le travail, mais sans que ça devienne trop invasif sur le reste. Là, j'ai une période de 2-3 mois où je vais essayer de me dédier à ça, tester, on va voir ce que ça donne. Ta prochaine compète, c'est pour quand? Je sais pas, on n'a pas décidé, mais tu vas faire une compète qualif, quoi. Ouais, comme les France, c'est loin. Et en plus, avec le système là, des plateaux A, plateau B, etc., la compète, plus vous la faites tôt, plus vous avez de chances de vous faire niquer, quoi. Parce que, admettons, vous faites 760 en janvier, la dernière date de qualif, c'est en juillet, tous les mecs, ils vont tenter de faire 762 pour au moins passer devant quelqu'un. Donc, ou plus s'ils peuvent plus, mais du coup c'est comme un match, celui qui parle en dernier il a raison. Donc, Après là, ce qui est en train de se dire et ce qui va sûrement être mis en place, c'est le retour de, tu sais ce qu'on avait en... les 10 meilleurs, c'était top 8 en moment, et là ils voudraient mettre top 10 pour faire un France B à côté. Clairement top 8 pour moi, quand j'ai vu le truc sortir, pour moi je me suis dit c'est une erreur, parce que à tous les championnats de France il y a des gens qui viennent pas. Soit parce qu'ils se blessent, soit parce qu'ils sont. Et là, on s'est retrouvé avec des KT où il y avait 6 personnes. Voilà, les moins de 76. J'ai une athlète en 76, la Léna, qui a gagné, qui était championne de France. Elles étaient 6. Parce qu'il y en a 2 qui sont pas venues. Moi, je trouve ça chiant pour les 2 filles du groupe B qui ont tiré dans le groupe B, qui ont été privées du plateau A. Et je trouve ça pas terrible pour ces filles-là. Même en termes de récup sur le match, c'est pas ouf aussi. Et en plus pour les athlètes, c'est pas fou, parce que plateau A6 ça tourne très vite quand même. Déjà plateau A8, moi c'est tourné vite, même si 8 ça va encore. Mais le 8 top c'est 10 quand même. Ouais, entre 8 et 10 c'est top. Suivant ta KT. Au-delà de 10 c'est chiant, c'est trop long. En dessous de 8 ça va pas assez vite. Donc entre 8 et 10 c'est très bien. Mais le problème c'est que des plateaux incomplets, il y en a quand même beaucoup. Et je trouve ça un petit peu dommage pour les gens que ça prive. Alors que si vous faites un plateau à 10, admettons il y en a 2 qui viennent pas, vous restez sur un plateau de 8, et même pour les spectateurs, c'est mieux, c'est plus intéressant, ça fait plus de récup pour les athlètes, et c'est super, quoi. Parce que t'imagines, plateau de 6, il y en a une qui se blesse, ça tourne vite, quoi. Tu vois, surtout qu'en plus, non, parce que non, tu passes à 2 minutes par essai. Si vous êtes en dessous de 6, donc à 5, il y a 2 minutes entre chaque essai. Pour le public, c'est hyper chiant. Déjà que la force, c'est chiant. Déjà que la force, quand tu connais pas les gens qui tirent. Et même quand tu connais, suivant les KT, suivant les matchs, et que tu regardes un bench... Ouais, mais ça, parce que c'est pour ça que tu peux vite se faire chier, quoi. Toi, t'aimes pas le bench parce que tu sais pas faire. Mais... parce que j'en ai pas. T'en as pas. donc voilà. Non, mais c'est pour ça. Du coup, la qualif, je la ferai tard. Ok. Voilà, la qualif, pour revenir à ça, la qualif, je la ferai donc tard. Donc tu préfères avoir un gros temps de prépa, ta qualif, et un temps plus restreint entre ta qualif et France, plutôt que... Il me faut 6 mois. Il me faut 6 mois entre ma qualif et France. Okay. Donc comme les France, c'est en décembre, ça fait quoi? Ça fait mai-juin, quoi. Donc mai-juin, là, on est en septembre. Ça laisse le temps. Et en plus, moi, j'ai besoin... mentalement, une prépa, tu vois, c'est contraignant, et là tu vois là t'as besoin de relâcher, là ce que je mets en place, tu vois, tous les matins, la mobilité, machin, aller marcher, ça c'est beaucoup de contraintes, et puis t'as des petites tensions, tu vois, on parlait des grosses blessures, mais il y a les petites tensions que t'as à droite à gauche. Tu te lèves le matin, t'as un truc qui siffle, tu sais pas trop pourquoi, ça passe en 2 jours, hein. Même des fois ça passe en 1 heure. Ouais, mais c'est source de prise de tête mais aussi. Tu dis, voilà, qu'est-ce que j'ai là, et ça c'est après c'est les aléas, mais là je sais que j'ai besoin d'une période pendant 2 mois. Mais ça, c'est vu avec Alex, et puis ça fait longtemps qu'on en a discuté, que c'est calé. En plus, là, je vais avoir une période, je vais avoir les championnats d'Europe de billard, je vais partir... Ouais, t'as des échéances pro. Ouais, je vais partir 10 jours à Malte, je vais aller, pour un truc de billard, je vais aller 3 jours à Manchester. Enfin, tu vois, il y a des trucs, je vais bouger et tout, je sais que c'est pas terrible. Donc là, jusqu'à la fin du championnat d'Europe, donc ça doit être le 15 novembre, jusqu'au 15 novembre, ça va être auto-coaching avec une petite base force athlétique, SBD tranquille. Mais tu fais souvent ça. Mais j'ai besoin de ça. Et en fait, j'en ai discuté avec Alex, toutes mes meilleures saisons, c'est quand t'avais fait ça. C'est quand j'ai fait ça. Et chaque fois que j'ai pas osé le faire, derrière j'ai fait une saison pourrie, une saison calvaire. J'ai besoin d'avoir une coupure
où je m'entraîne quand même, hein, mais qui me permet de mentalement, ok, voilà. Et par contre, quand je m'y remets, mettre un peu moins de discipline dessus et plus sur autre chose. Exactement. Ouais, puis avoir de la liberté, parce que mine de rien, suivre un programme en permanence, c'est une contrainte psychologique. C'est sûr. C'est une contrainte psychologique. Donc non, muscu, une petite base SBD, un peu plus de cardio, on voit ce que ça donne en termes d'état de forme. Ça me donne de la data et après quand je vais reprendre avec Alex, on discutera de qu'est-ce qu'on fait. Et en plus, cette période-là, je vais la rentabiliser pour travailler beaucoup avec Simon sur les pecs pour que la résilience qu'on a créée sur la hanche, tu puisses la maintenir ensuite. Je puisse faire le même, c'est le même profil que quand j'ai commencé avec Simon, avant de commencer avec Alex, on a fait une période de 2 mois comme ça où c'est Simon qui avait la priorité sur la hanche. Là, ça va être la même chose, c'est Simon qui aura la priorité sur les pecs et moi je vais tout construire autour de ça pendant 2 mois et après ce sera Alex qui reprendra la main autour de Simon, etc. etc. Moi j'ai bossé comme ça avec Fred pour Pierre Renaud du coup et c'est ce qu'on faisait du coup, moi je produisais la prog FA, Fred il mettait par-dessus ses exos, après lui c'est encore différent parce que Simon lui c'est peut-être plus une routine que tu as en annexe. Ouais, c'est moins invasif je pense que ce que met Fred. Ok. Moins lourd, moins dur. Moi j'ai pas d'exo dur ou d'exo lourd, j'en ai très peu. Mais ça va être beaucoup de travail, tous les trucs à la con que t'as pas envie de faire. Bien sûr. Tu vois, tu t'enroules dans un élastique, tu fais du GHD enroulé, enfin que des merdes. C'est chiant à mourir, tu détestes faire ça. Personne peut prendre plaisir à faire ces exos là quoi. Mais putain, le marketing pour training thérapie là. Le marketing il est dans l'efficacité. Hein. Mais au moins tu dis la vérité. Le marketing il est dans l'efficacité. Mais de toute façon, même dans la force ou quoi, si vous avez pas envie de faire des choses que vous aimez pas, vous écartez un petit peu de la performance. Après, si vous aimez rien de ce que vous faites, c'est sans doute que ce sport-là, il est juste pas fait pour vous. Il faut un petit peu d'adhérence quand même. Même, peut-être que c'est juste pas fait pour vous aussi. Tu vois, moi, je se rendre à l'évidence. Tu sais que moi, j'ai déjà eu une crossfiteuse. Elle me dit, ouais, j'ai un squat de merde et tout, je veux faire du squat, blablabla. Ok, donc on lance un truc de squat et tout. Et au bout de 15 jours, elle me dit, ouais, non, en fait, j'aime pas le squat et ça me fait chier de faire du squat, autant de squat. Bon, ben voilà. Au moins, c'est dit, stop. Quoi. Ouais, bon, on a arrêté et tout, mais. C'est juste que c'est pas ton truc, c'est pas fait pour ça. Effectivement, si t'aimes pas, que tu n'y a pas de plaisir, ok, le fais pas. Mais tu vois, au moins c'est honnête. Mais par contre, si tu veux absolument être performant dans quelque chose, il va falloir accepter, dans une certaine mesure, de faire des trucs que tu aimes pas. Et puis il faut se dire que... Mais qui sont efficaces. Voilà, et puis il faut se dire que la personne en face de toi, peut-être avec qui tu prétends à avoir le même niveau ou à le dépasser, etc., peut-être que lui, il s'inflige justement ces petits trucs chiants que toi, t'as pas envie de faire. Donc, on a à dit un certain niveau... On a dit qu'on parlait pas trop de la longévité, mais le fait que moi, je sois encore là, alors qu'il y en a beaucoup qui ont commencé en même temps que moi, qui ne le sont plus, c'est parce que ce que moi, j'ai été capable de faire au niveau de ces exos-là, de tous ces petits exos de merde, etc. Parce que maintenir un bon niveau et même maintenir une progression après tant d'années de pratique et après autant de bobos qui sont accumulés et qui sont plus ou moins gênants à différents moments de l'année, c'est parce que à côté, je fais tout ce qu'il faut pour que ça le fasse. Et ça demande un investissement. Et il y a des gens, soit qui n'ont pas envie de le faire, auquel cas c'est légitime, tes envies elles sont différentes, ok, soit parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et je pense que dans la nouvelle génération de force athlétistes, il y en a qui un jour ou l'autre, enfin même tout le monde va y être confronté à ces mêmes problématiques de j'ai un travail qui va me prendre du temps, j'ai une vie de famille, j'ai des bobos, etc. etc. À quel curseur tu mets la FA Ou à quel curseur tu mets la FA, quel sacrifice tu es en mesure de faire, quel sacrifice tu as envie de faire et quel sacrifice tu vas être capable de réellement faire. Parce que tu peux dire vas-y j'ai envie de faire ça, ça, ça et ça, mais quand tu le fais, c'est Laure Manodou qui disait oui, c'est facile de dire je pourrais continuer 1 an parce qu'elle avait arrêté la natation 1 an avant les Jeux. C'est facile de dire il me reste qu'1 an parce qu'il y a des gens qui lui avaient dit il te reste qu'1 an à faire, mais c'est un an, c'est long. Hein. C'est 1 an à 3 séances par semaine et être à 5h30 du matin dans l'eau tous les matins avec Philippe Lucas à l'époque qui te gueule dessus, tu vois. Pas évident hein, comme réveil. Tu vois, tu peux te dire je vais le faire, mais quand tu y es confronté tous les matins et que le réveil il commence à 5h, tu vois, c'est... 1 an ça peut être très très long. Ça peut être très très long. Donc il faut... Donc, je leur souhaite pas, mais il y en a qui vont se faire mal et qui seront sans doute pas en mesure ou qui n'auront pas l'envie de mettre en place tout ce que certains peuvent mettre en place. Ok. Petite question. Est-ce que tu as une question qu'on aimerait qu'on aborde ? Ah oui, il fallait que je réfléchisse à ça. Réfléchir. Une question que j'aimerais qu'on aborde...
quelque chose pour toi qui est pas assez évoqué ou quelque chose qui mériterait une mise en lumière pour le public de la FA. La place que vous donnez à la FA dans votre vie et la gestion vie perso, privée et un petit peu mentale. Moi, je vois beaucoup d'athlètes, ça me fait presque peur. Jeunes surtout. Jeunes, l'investissement mental qu'ils ont. Et les répercussions que ça a dessus. Mais malsaines. Je pense qu'il y en a qui ont des grosses ambitions, c'est bien, qui se donnent à fond, c'est bien aussi. Mais il y en a qui me font peur au sens où si ça marche pas ou le jour où ça arrête de marcher, il n'y a plus rien. Et comment ça va se passer? Et il y a, on va pas se mentir, si tu fais de la force, enfin ça j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais si tu fais de la force et que tu es autant à te challenger et à t'imposer cette discipline, à t'imposer tout ça, c'est que tu as des choses quand même à régler avec toi et des choses à te prouver. On a tous des plus ou moins gros, plus ou moins importants, des petits démons. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des gros démons. Ils ont tout mis là-dessus et ils ont un déséquilibre mental. Alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais leur balance est déséquilibrée en fait, plutôt ça que entre leur investissement et avec une certaine fragilité. Et je pense que si un jour ça marche plus, il y en a qui peuvent potentiellement, qui font peur, quoi. Il y a des dérives après. Ouais, il y a des dérives. Alors, il y a la dérive potentielle du dopage, on va pas se mentir, parce que quand tu t'entraînes très très fort, très très dur, et que tu vois les minima qui montent, et que tu vois tout le monde sur Instagram qui pose des PR chaque semaine. Qui pose des PR chaque semaine, pendant que toi, ça fait 6 mois que t'as pas PR. Ouais, voire même des fois plus. Et puis nous, 3 ans. Ouais, des fois plus. Tu peux être tenté de te dire, vas-y. Et puis, il y a cet aspect-là. Donc ce risque-là, et aussi le risque pour leur santé mentale de dépression ou tout ça. Moi j'ai déjà eu des athlètes qui m'ont dit je sens que j'ai un rapport malsain aux performances et à tout ça. Moi aussi, ouais. Le côté dépressif, il peut vite se développer, surtout quand on a une pratique à dominante nerveuse. Tu vois, je pense que quelqu'un qui s'implique énormément dans de la course à pied, par exemple, le côté dépression, il pourra moins facilement arriver que le côté dépression en FA, parce que tu as un système nerveux déjà qui est tout le temps fatigué. Il y a un phénomène qui existe dans l'ultra-endurance, c'est la dépression post-marathon. Parce que justement, tu vas tellement loin dans tes ressources et tout, dans l'effort, et en plus, tu as, pendant une période donnée, donc 3 mois, 6 mois, 1 an, où tu as tourné toute ta vie autour de l'entraînement. Ça fait un gros vide. Tu perds l'entraînement parce que, autour d'un objectif. Tu perds cet objectif parce qu'il est réalisé. Ok, maintenant comment tu gères l'après-objectif? Et si ça, tu l'as pas un petit peu pensé avant, tu vois là ce que je t'ai parlé tout à l'heure, l'aspect muscu, le cardio, les machins, les petits objectifs et tout ça c'est calé depuis longtemps. Je sais où je vais, je sais ce que je fais, et du coup ça me permet tout de suite là. La compète, pas devant le mur juste voilà, après. La compète elle est passée. Là je sais ce que je fais demain, après-demain et les jours qui arrivent. Tu vois, je connais mon plan de route, aussi bien sur l'aspect sportif que sur l'aspect perso. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas ce truc-là et qui vont vouloir tout de suite se relancer et à un moment donné, ça marche pas. Et tu as ce risque de burn-out un petit peu du sportif. Et on parle peu dans les sportifs de haut niveau des dépressions de sportifs, du burn-out du sportif, beaucoup, etc. Mais c'est énorme. Moi, je connais beaucoup de sportifs de haut niveau dans beaucoup de disciplines différentes. Putain, mentalement, c'est dur, hein. C'est dur, tu t'investis à fond, à 200%, tu tournes toute ta vie autour de ça. Tu dédies ta vie à ça pour des fois peu ou pas de résultats. Ou de la régression. Et quelqu'un ou un aléa, ou une blessure, Et tu participes même pas au final. Et ça peut arriver. Et il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et en fait, moi je trouve que l'accompagnement et le suivi, il est pas très bien fait et il est mal expliqué aux athlètes. Je pense que ça c'est notre rôle, nous, en tant que coach, par contre, de toujours mettre au centre de des discussions. Des discussions et d'en parler régulièrement du sens de tout ça. Tu vois, là, dans mon post Instagram que j'ai fait avant la compète, j'en parle. Moi, j'ai gagné en 2019. 2020, je fais 4e. 2021, Covid annulé. 2022, je fais 3e. Et là, 2023, je fais 8e. Je savais que si ça se passait vraiment bien, match parfait et tout, ça s'est pas bien passé avec le PEC, je pouvais faire au mieux 5e. Je le savais. Je venais, ou alors il fallait qu'il y en ait 2 qui bullent, 3 qui se blessent. Enfin, c'est pas à souhaiter. Mais ça aurait pas été un résultat objectif. C'est pas à souhaiter. Mais en gros, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, au mieux je faisais 5e. Je le savais. Si tu restes centré sur battre les autres, la compétition, la performance, etc., t'es forcément déçu. Bien sûr. Du coup,
je sais que ça va être comme ça. Du coup, moi, j'ai remis le sens à, ok, il n'est pas sur le podium. Le sens, il est à pourquoi je fais ce sport. Qu'est-ce que j'aime dans ce sport? Ce que j'aime dans ce sport, c'est le combat contre la gravité, battre mes records, progresser pour moi. Et moi, mon objectif perso que j'ai en tête. Voilà. Et c'est un pas de plus vers mon objectif. Moi, je veux faire 800 en 93. Voilà ce que j'allais te demander. Je veux faire 800 en 93. Bon, ben voilà, c'est mon objectif et c'est un pas de plus vers ces 800 en 93. Et c'est comme ça que je le vois. Et parce que quand tu as un objectif qui est comme ça, en fait, tu te décentres du reste. Et j'ai des objectifs annexes dans ma vie perso, au niveau pro, etc. etc. Mais si tu as vraiment que ça, que la force, les podiums, les records, les machins et tout, si ça marche pas, ça t'es mort. s'essouffle après. Ça s'essouffle. Sur le long terme, tu peux pas garder que ça. Et puis c'est que de la motivation extrinsèque. Parce que même si t'es le meilleur, admettons, il y a 4 extraterrestres qui arrivent, tu sais pas, tu te fais... Genre là, dans ta caté, quoi. Tu vois ouais, Rico, ça fait longtemps qu'il est là quand même. Oui, mais si tu compares au début de ta pratique, ils sont arrivés il y a... on va dire que les 3 premiers ou 4 premiers, ils sont là depuis 3 ans, vraiment ancrés, tu vois, maximum. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'ils sont arrivés quand j'ai fait 4ème. Voilà. Avant, ils étaient pas là. Ils étaient pas là. Puis ils sont jeunes, surtout. Ouais. De toute façon, j'en ai déjà parlé. Pour moi, dans 2 ans, donc là, France 2020, donc pour les France 2025, le top 8, il sera en 93, il sera à 800. Top 8, oui. Là, déjà, on a le top 3 à 800. Top 3, et il n'y a pas Malik. Il n'y a pas Malik. Si vous faites... Et puis, bon, t'as des mecs qui tapent à la porte, quoi. Puis il y a des jeunes qui vont arriver, il y a des 83 qui vont vont des monter, nouveaux. Des 105, voilà. Puis là, il y en a qui sont arrivés, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais pour moi, dans 2 ans, 2025, si vous faites pas 893, vous ne serez pas top 8. C'est sûr. Et le top 3, moi, je dirais 8,38, 40. Ouais, peut-être même mieux, faudra voir. Le troisième, ouais, peut-être le troisième à 8,38, 40. Ouais. De toute façon, à un moment donné, les kilos sont de plus en plus chers et pour tout le monde, on va pas se mentir. Mais si vous êtes centré que sur ça, t'arrêtes en fait. T'arrêtes, tu fais plus. Et c'est dommage parce que t'aimes ça. Donc il faut vraiment mettre le sens au milieu de tout ça. Et nous, les coachs, qu'on soit capable de dire aux gens, tu vas pas être capable de faire le championnat de France que les numéros ont augmenté. Ok, tu vas peut-être pas faire podium, mais trouve autre chose. Et puis nous, c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu fais ça en fait? D'où ça vient cette envie de lever lourd? Non, mais souviens-toi d'où ça vient cette envie de lever lourd et ensuite voilà. Utilise-le. Et tu vois tout ça là, par contre je le dois à TSA parce que c'est une grosse réflexion que j'avais eue. J'en avais discuté avec Bryce Lewis et il m'avait beaucoup aidé là-dessus, Bryce Lewis. On en avait vraiment beaucoup discuté parce que tu sais lui c'est un gars très intelligent, un peu torturé en plus et lui il avait connu ça. Il en parle un peu, il en parle moins maintenant, mais à une époque il en parlait. Il a connu une grosse dépression, il a beaucoup réfléchi autour de ça et tout. Je crois qu'il a peut-être même fait une tentative de suicide où il était limite, il était vraiment mal. Et il a beaucoup réfléchi à tout ça. Et je sais que c'est des sujets que j'ai beaucoup abordés avec lui et tout. Et ça m'a beaucoup aidé sur le sens, justement, tu vois. C'est bien que tu aies eu un exemple d'un mec qui a encore plus d'expérience que toi, avec de l'international, avec des gros niveaux, qui est confronté à ça, parce que ça te prouve que du coup, ça touche tout le monde. Ouais, pour moi, ce qui m'est arrivé pire, entre guillemets, c'est de gagner en 2019. Parce que là, du coup, tu gagnes. Donc, j'avais fait podium en 2018, je gagne en 2019. Et là, tu peux pas faire mieux. Enfin, si j'avais voulu faire Europe et tout, mais bon, la hanche avait commencé à dire merde, et puis pas mal d'autres trucs. Mais et 2020 annulé par le Covid. Je pense que 2020, j'aurais été encore en mesure de gagner. Il y avait un match avec Maximilien et Gianni, mais j'aurais été en mesure de gagner encore. Et 2021, c'est foutu. Je pouvais plus gagner. Et là, c'est là où, vu que j'avais centré mon attention et mon focus sur je veux continuer de gagner encore. Vu que 2019 j'ai gagné mais pas vraiment parce que y a l'autre qui était dopé, qui a été premier le jour J mais qui avait 4 molécules dans le corps et on lui a enlevé la médaille 1 an après quoi. Du coup j'avais gagné mais sans vraiment gagner. Un sentiment d'inachevé mais complètement. Ce jour-là ma victoire on me l'a volé. Je le vis comme ça. En plus ce mec là c'était notre public qui était dopé et quand il monte sur le podium je sais qu'il est chargé comme un mulet, tu vois. Et ça, je l'ai toujours en travers, y a pas de... Voilà. Mais il y avait le sentiment d'inachevé et je m'étais centré sur je veux gagner, mais pour de vrai. Mais sauf que maintenant, c'est a priori plus possible, tu vois, parce que bon, on va pas se mentir, il y a peu de chances que je fasse 8,50, tu vois, je fais déjà 800, c'est pas sûr que j'y arrive. C'est bien d'être réaliste aussi par rapport à ça, oui. Tu vois. Oui. T'as des gens, ils démarrent un coaching, ça fait 10 ans qu'ils font de la musculation, ils font 120 au coucher.
ou 120 au squat, pardon. 120 au squat, bon, ben, ça fait 10 ans qu'ils font de la muscu. Tu sais très bien que tu vas pas les amener à 300. Tu vas peut-être les aider, peut-être qu'ils s'entraînent pas bien, peut-être qu'il y a des optimisations à faire, ils vont peut-être gratter 180 ou 200, allez, pourquoi pas, mais bon, bah, malheureusement, soit ils n'ont pas énormément de qualité physique, soit ils n'ont pas énormément de temps à y dédier, soit ils ont déjà un âge avancé, etc. etc. Bon, ben, il faut. C'est comme ça. Tu vois, et pour moi, c'est important ça de dire à un athlète, ok, moi j'ai quelqu'un qui m'a contacté récemment en me disant, je veux aller au championnat d'Europe. Je lui ai dit, je lui ai dit, t'es master? Et il me dit, non, je suis open, j'ai 32 ans. Et je regarde ça, je lui dis, bah, déjà, on va se concentrer sur la qualif France. C'est bien d'être contextualisé. Parce qu'il est, C'est notre rôle il est un aussi. petit peu en dessous des minima France. Ouais, mais tu peux Tu vois, pas. je lui dis déjà, on va se concentrer sur se qualifier au championnat de France. D'accord? Ça, ce sera notre premier objectif. Parce qu'effectivement, il doit être à peut-être 20 ou 30 kilos en dessous des nouveaux minima. Donc, sur une saison, c'est quelque chose qui est envisageable et tout. Voilà. On va se concentrer là-dessus. D'accord? Ça, quand on l'aura fait, on verra pour un nouvel objectif. Mais déjà, si tu te concentres sur Europe, alors que là, et puis c'est quelqu'un qui a déjà un petit peu de bagage et tout, on va faire les choses dans l'ordre, quoi. Et ça, je pense que c'est un vrai rôle du coach parce qu'il ne doit pas mentir à ses athlètes. Classer des sous-objectifs, parce que sinon tu fais face à une montagne, Bah oui. c'est très important. Bien sûr, c'est ça. Bah, aller au camp de base pour monter la montagne, Bien de sûr, camp de base en ouais, camp de ouais. base, mais pas monter la montagne d'un coup. Ça marchera jamais de toute façon. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, c'est important. Le coach a un gros rôle là-dedans. Et C'est un coach, enfin c'est un rôle d'éducation et ben, certains athlètes s'en rendent pas compte tout simplement Bien parce sûr. qu'ils n'ont pas le retour, le feedback qu'on peut avoir avec l'expérience de coaching et en tant qu'athlète aussi. ouais, et puis après, moi, le coaching, je le vois au-delà du sportif. C'est un accompagnement humain. Parce que moi, j'ai des athlètes, je les ai depuis 3 ans, 4 ans, depuis longtemps. Quand tu accompagnes quelqu'un presque au quotidien, au jour le jour, tu vois, s'il te fait ses retours presque tous les jours et tout, pendant des années, bon, ben, dans ta vie, tout le monde est confronté à des difficultés, tu vois. Il va être confronté un jour à un décès, à un parent qui est malade, à une séparation, à un changement de boulot, à l'achat d'une maison, à tout un tas de trucs, tu vois. Et ça, il va falloir que tu sois capable de l'accompagner dans ce moment-là, tu vois, une blessure. Lui dire, bah ok, bah là t'es blessé, je sais pas moi, à l'épaule, et ben c'est pas grave. On va travailler le paquet sur squat et deadlift. On va travailler sur ton épaule, on va faire ce qu'on peut faire sur l'épaule, on va réintégrer du bench, etc. quand on va le pouvoir, comme on va le pouvoir, avec une certaine stratégie et un plan adapté. Mais par contre, on va mettre notre focus sur autre chose, sur le squat ou voilà. Et aussi mettre ton focus sur le travail de l'épaule et bah, ce qui t'est arrivé et la blessure qui t'est arrivée. C'est pas anodin, ça veut dire qu'il y a des déficits, des faiblesses. On va faire en sorte que ces faiblesses, ça devienne des forces et que du coup, un petit peu ce que je disais sur le travail de rotation interne de la hanche avant. Et que après, bah, tu sois plus limité par ça et on va mettre notre focus là-dessus. Et qu'on l'entretienne ensuite. Ouais, c'est ça. Et mettre son focus sur la réhab. Ok, tu peux pas mettre ton focus sur pousser lourd, et bien mets ton focus sur la réhab. Tu vois, et comme ça, bah, étape par étape, tu évolues dans ta carrière. Et ok, tu es en train d'acheter une maison, et bien l'entraînement, on va continuer de s'entraîner, mais peut-être qu'on va baisser un peu l'intensité pour peut-être partir plutôt sur une phase de volume, une phase de construction, du travail technique, des choses qui sont moins prenantes nerveusement et mentalement, moins prenantes et moins chronophages aussi. Et comme ça, bah, une fois que l'orage y sera passé avec l'achat de ta maison et tout, on pourra à nouveau capitaliser sur ce qu'on aura développé. Je déconseille d'acheter une maison et de faire des travaux en prépa. C'est une très mauvaise idée. C'est très fatigant. Ça peut marcher, hein, mais c'est compliqué. Surtout, je déconseille de peindre un plafond avant une grosse séance de bench. J'ai des athlètes qui font ça des fois. Ils me disent putain, j'ai mal à l'épaule au bench et tout. Il me dit ouais, mais hier j'ai passé la journée à peindre le plafond. Donc coiffe des rotateurs à fond comme ça. Ah bah je comprends pas, j'ai mal. Bah voilà. J'avais des tensions. Moi je faisais le placo au plafond. Bah oui. Infernal. T'as les bras tout le temps en l'air et tout. C'est infernal, bien sûr. Mais ouais, et juste pour clôturer là-dessus, moi ça m'arrive assez souvent justement d'aider un athlète à se recadrer et ne pas hésiter à lui dire bon ok, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, ok, quels sont tes centres d'intérêt. Si le centre d'intérêt qui ressort c'est la force athlétique et qu'il n'y a rien d'autre autour, plutôt que de dire réduis la force athlétique ou agis là-dessus, trouve autre chose et automatiquement ça va se réguler, les curseurs ils vont se remettre à niveau. Ben, un sport aussi exigeant que la force athlétique, vous pouvez pas être performant s'il n'est pas dans le top 3 de vos priorités. Voilà. Clairement, avec le niveau actuel, vous ne pouvez pas prétendre à un niveau national
si c'est pas dans le top 3 de vos priorités. Ou alors, c'est parce que vous avez déjà un énorme niveau et que ce sera juste de l'entretien. Un mec comme Rico, il pourrait très bien dire bon, non, maintenant la force, je m'en fous, je m'entraîne 2-3 fois par semaine. Il va maintenir, il fera peut-être pas 8,30, mais il va maintenir 7,80, 7,90, 800 sans difficulté. Mais vous pouvez pas prétendre à ça si c'est pas dans le top 3 de vos priorités. Par contre, si vous n'avez pas d'autres priorités, bah vous avez un déséquilibre et le jour où ça vous le perdez pour une raison X ou Y, où il y a quelque chose qui se passe mal, vous n'avez rien pour vous raccrocher. C'est compliqué après. Et là, si vous êtes une personne équilibrée mentalement et que vous êtes assez solide, ça ira. Ça va rebondir. Mais si vous êtes un petit peu border, si vous avez des sensibilités particulières, si vous avez des petites fragilités, eh ben, peut-être que ça va vous faire franchir le gouffre et là c'est pas bon. Et je pense que c'est quelque chose, malheureusement, il y a des athlètes qui ont déjà été confrontés, il y en a beaucoup qui vont être confrontés à ça. Et ça, c'est quelque chose dont il faut parler, je pense, pour que ça se passe bien et qu'on n'ait pas un mec qui se suicide un jour parce que la force athlétique, ça se passe mal. Donc les petits tips, se concentrer, pourquoi pas, sur une autre activité physique, en la choisissant correctement. Ou pas physique, d'ailleurs. Ou une autre activité Pas type physique, intellectuelle, développer un Artistique, business, prendre du temps avec sa famille, Ouais, plein de d'axes qui vont bah, permettre d'avoir une relation plus saine ouais, avec plus la saine, priorité ouais, c'est ça. sur la FA. Et moi, je pense que le fait d'avoir autre chose à côté, alors il ne faut pas que ce soit trop invasif, parce que si votre nouvelle passion, c'est de prendre 3 cuites par semaine en boîte de nuit, forcément que ça va être invasif sur les performances. Mais Faut essayer de faire des choix logiques. voilà, aussi, et puis quelles sont vos appétences et puis aller un petit peu là-dessus, parce que je connais personne qui aime rien dans la vie ou qui aime qu'un seul truc. Tout le monde aime plusieurs choses. Donc essayez de voir plusieurs différents centres d'intérêt et les excès sont mauvais. de toute façon, les excès sont mauvais. soient. Et de vous rappeler régulièrement au sens pourquoi je fais ça. Si votre pourquoi il est clair et calé, a priori vous êtes dans l'équilibre et vous savez quelle énergie et quelle intention mettre sur votre objectif. La relation, elle sera plus saine. Voilà. Et si votre pourquoi il n'est pas clair, bah, dès qu'il y a un truc qui merdouille, ça va être le bordel en fait. Complètement d'accord. Dernière question. Qui aimerais-tu voir sur ce podcast ? Et ça peut ne pas comprendre la force athlétique. Pas comprendre la force athlétique. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas assez la parole et qui ont beaucoup de choses à dire. Tu vois, par exemple, Alex, qui nous coach tous les deux, qui pour moi est. Alors bon, c'est pas gentil pour les mecs de OPT, hein, mais pour moi, en France, c'est le meilleur coach et le mec qui a le plus de connaissances, d'expérience, de tout ça. Mais de toute façon, au-delà de pas être gentil, on s'en fout. Il a un background qu'on n'a pas nous. Il a une expérience incroyable. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, le coaching en ligne et tout, c'est lui le premier à l'avoir fait en France. Ouais. Comment ça s'appelait déjà ? Smart Power Smart, System. avec Gianni. Il avait créé ça. Et il a une expérience d'athlète et tout. Lui, il a fait de l'équipé avant. Et je sais pas en quelle année vous avez commencé au PT et tout ça, mais 2017-2018 Ouais, avant, 2017. Après. Au Ouais, PT voilà. un peu plus tard, moi 2017. Voilà, et tu vois. Et lui, il était déjà là depuis pas mal d'années. Déjà depuis longtemps. Il a commencé en 2014, dans ces eaux-là 2015. Et il a une vraiment grosse expérience, une grosse gestion de plein de choses. Et la surtout, gestion de match, elle est exceptionnelle. Mais non, mais moi, Chaque fois. j'ai jamais vu aucun de ces athlètes Super. sous-performer à la compétition ou arriver pas en forme à la compétition. Voilà, mais parce Je que me suis refait la réflexion ce week-end en voyant Gab et toi en 93. Là. tous les athlètes en permanence, voilà, il y a un petit truc à gratter, ils arrivent en forme, etc., etc. Donc à un moment donné, c'est pas un hasard. Et à l'inverse, vous avez des coachs qui parlent beaucoup sur les réseaux et qui, le jour de la compète, il y a toujours une bonne excuse pour une sous-performance. Donc c'est pas parce que vous êtes discret et pas bling bling. Et pour le coup, lui, c'est quelqu'un qui est équilibré parce que il coach un peu. Lui, il gère un autre truc mais à côté. Voilà, il a un gros boulot à côté. C'est le gros de son énergie. Il est passé là-dessus, quoi. Et du coup, il a beaucoup de choses à dire, à apprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient. Bon, on fera un podcast entre chauves. Entre chauves, ouais. Et Mais lui, c'est un vrai chauve, par contre. Lui, c'est un vrai de vrai. Moi, je suis un faux chauve. C'est un vrai de vrai chauve et depuis longtemps, j'ai toujours connu chauve. Je le connais depuis qu'il a 25 ans, j'ai toujours connu chauve. On essaiera de faire ça quand j'irai à la Réunion en avril. Non, vraiment, il a beaucoup de. Après, c'est quelqu'un de discret qui parlera pas forcément beaucoup, mais en termes de
connaissances et compétences sur la FA pure, pour moi, il n'y a pas. Ok. Il y a personne en qui j'ai plus confiance que lui. Et hors FA, t'as une idée? Hors FA. En tout cas, Alex, on t'attend. Hors FA, dans les gens que je suis. Business, autre sport. Autre sport. Moi, dès qu'on me dit autre sport, en termes de gens compétents, je pense à Jocelyn de Viking Training. Ah oui, exact. Pour moi, après, il aime pas les podcasts lui, donc. Mais pour moi, pour le coup, Puis Alex. lui, ça rejoint le côté business aussi. Ouais, parce qu'il a avec Viking, c'est un gros truc qu'il a fait quand même. Il a pas mal de gens avec qui il travaille. Il fait quand même vivre indirectement parce il est rémunéré en auto, mais il fait vivre pas mal de gens quand même. Et en termes de compétences et de connaissances, autant Alex, il est très très fort sur la force athlétique et le spécifique et tout ça, mais bon, ça s'arrête là, entre guillemets. Mais voilà, autant Jocelyn sur le panel de connaissances et de compétences en énergétique, en développement de la force, en habilité mentale, en skill, tout ce qui regroupe le crossfit. Ouais, puis même sur d'autres trucs, il est vraiment très très fort, quoi. C'est une des rares personnes avec qui, quand je discute, des fois, je me sens pas lâché sur des connaissances, mais il te permet d'explorer d'autres choses. Ouais, voilà. Je sens qu'il y a pas mal de portes qui peuvent s'ouvrir, de connexions qui se font et tout. Il y en a d'autres, hein, mais ça fait vraiment partie des personnes avec qui je suis content de travailler avec lui et de le compter dans mes amis, quoi. C'est vraiment quelqu'un avec qui on a une relation qui est très enrichissante. Ok, on verra bien s'il accepte de faire un podcast ou non. Bon, Clément, en tout cas, merci pour cet épisode. Merci à toi de m'avoir donné la parole. Et du coup, on te reverra sur une compétition d'ici 6 mois environ. Ouais, on verra un petit peu, faut qu'on en discute avec Alex. Mais je vais faire ma période... période off un peu. Période un peu off. Et puis ensuite... c'est bien de se laisser du temps pour certaines choses, quoi. J'ai dû en profiter de cette période off pour faire un petit point sur le pourquoi, sur les objectifs, sur où je veux aller. Et ensuite, une fois que le pourquoi et les objectifs seront vraiment calés et clairs, là, je pourrai établir le plan. Et quelle compète je fais, ça fait partie du plan. Mais avant d'établir le plan, il faut être bien clair sur le pourquoi et les objectifs. Et là, je pense que j'ai besoin d'une petite période de 1 mois et demi, 2 mois, un peu tranquille, faire ce que j'ai à faire pour justement faire le point et pouvoir prendre ma décision sur le pourquoi et les objectifs sereinement, à froid, et du coup avoir le bon plan derrière. C'est important de faire les choses dans l'ordre. Merci pour votre écoute et on se retrouve lors du prochain épisode.